commencer par les présentations. Donc, je m'appelle Elora Beaulieu, je suis directrice du développement pédagogique à UPSO, qui est un organisme de formation en ligne spécialisé sur les métiers en tension. Et maintenant, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur toi ? Bien sûr. Tu veux la version courte ou la version Alors, on plus va longue commencer par la courte, parce qu'à mon avis, les courte. questions vont Okay, approfondir. Donc, je m'appelle Mathieu Nebra, je suis cofondateur d'Open Classrooms, qui est une plateforme de formation en ligne. On est une école en ligne, et qui est un projet qui avait auparavant le nom de Site du Zéro et qui a évolué au fil des années, et qui occupe mon existence depuis que j'ai 13 ans, donc ça va faire 24 ans maintenant que je travaille là-dessus. Merci beaucoup. Alors du coup, Open Classrooms, aujourd'hui, en quelques chiffres, donc ça a été créé en 2013. Vous avez des bureaux dans 3 pays, en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Vous avez aujourd'hui plus de 300 salariés. Et tu m'as dit tout à l'heure que la majorité était justement en remote, un petit peu partout en France et dans le monde. Vous avez près de 8 millions d'utilisateurs depuis 2013 qui sont répartis sur plus de 240 pays. Vous avez 50 parcours de formation, 600 cours en ligne. Vous avez 300 000 étudiants qui se connectent chaque mois et 10 000 étudiants sur les parcours de formation payants. Donc, on va revenir un petit peu justement sur l'évolution d'Open Classroom. Tout a commencé quand tu as créé le site du Zéro, avec Pierre Dubuc. Vous aviez du coup respectivement 11 et 13 ans. Est-ce que tu peux nous dire quelle était l'idée derrière la création de ce site ? C'est parti, comme beaucoup de projets de ce genre, d'une frustration. Donc, il faut situer le contexte, c'était en 1999. Et à l'époque, j'avais 1 heure d'Internet par mois, avec un bon vieux modem 56K qui monopolisait la ligne téléphonique en plus, et qui n'était pas super rapide du coup. 1 heure d'Internet par mois, on ne fait pas grand-chose, c'était vraiment le début. Et j'étais fasciné par les sites web que je voyais, l'accès à l'information, et je me demandais comment c'était fait. J'avais envie d'ouvrir le capot et de me dire, tiens, comment ça fonctionne derrière. Et il y a une petite astuce que certains connaissent peut-être, qui consiste à faire un clic droit sur la page, afficher le code source, et là on voit un truc s'afficher dans un langage barbare qui a l'air d'être complètement indéchiffrable, qui en l'occurrence est le langage HTML. Et j'ai été fasciné par le fait que on écrit des choses comme ça qui ont l'air un peu barbares, un peu complexes, et ça fait la page web que je lis. Et je me suis demandé comment je pourrais faire, moi aussi, des sites web. Voilà. Donc, je m'ennuyais, visiblement j'avais trop de temps, et je me suis dit, tiens, je vais apprendre à faire ça, mais mon premier réflexe n'a pas été d'apprendre en ligne, puisque j'avais qu'1 heure d'internet par mois, mais plutôt d'aller en librairie. Et je suis notamment à la Fnac du coin, et j'ai cherché un livre pour débutants en informatique pour apprendre à créer des sites web. Et là, la frustration, en fait, elle démarre là. La frustration, c'est que je vais au rayon informatique, je cherche un livre pour débutants en création de site web, et je ne le trouve pas. Tous les livres étaient pour des professionnels qui avaient 3 à 5 ans d'expérience. Moi, j'étais un pauvre gamin de 13 ans qui était en classe de 4e. Clairement, je me sentais pas du tout accueilli, limite rejeté, genre c'est le truc pour les grands et toi retourne jouer et on en parlera plus tard. Et moi j'avais vraiment envie d'apprendre, je me dis je vois pas pourquoi je pourrais pas apprendre. Et j'ai pas trouvé donc ce livre pour débutants. J'ai choisi un de ces livres que je me suis fait offrir à Noël à l'époque, qui était un livre pour les professionnels, mais que j'ai commencé quand même à lire. J'ai quand même pu apprendre avec, et je me suis dit, en l'ayant lu, maintenant il faut que je pratique. J'ai appris à créer un site web en théorie, il faut que je pratique. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Tiens, je vais faire un site web qui explique aux autres comment faire un site web, mais de la façon dont j'aurais aimé l'apprendre pour les débutants et avec 0 année d'expérience, 0 attente, etc. D'où le nom Site du Zéro. C'est comme ça que je l'ai appelé après une réflexion intense de 60 secondes. Je me suis dit, c'est vraiment un nom de merde, mais c'est pas grave, je changerai plus tard. Et bon, finalement, le nom est resté très longtemps. Et voilà. Et donc, j'ai mis en ligne un cours pour HTML pour débutants qui était en fait la réécriture du livre, mais avec des choses toutes basiques que le livre ne faisait pas et que je voulais faire. Par exemple, le livre avait tendance à employer des mots, page 10, qu'il définissait 100 pages plus loin. Et je me dis, mais pourquoi tu me fais ça ? Est-ce que tu me détestes en fait ? C'est quoi l'idée de... Tu sais très bien que tu employais le mot avant, pourquoi est-ce que tu ne le définis pas au moment où tu commences à l'employer ? C'est des petits détails, mais c'est pour illustrer un peu le genre de truc. Et ça a commencé donc par ce cours de HTML que j'ai mis en ligne, à la base pour 2 potes qui voulaient apprendre à créer des sites web. Et le bouche à oreille et le travail, ensuite on fait le reste. Et la rencontre avec Pierre, du coup, dans cette entreprise ? À un moment donné, j'ai commencé à ouvrir des forums pour que les gens interagissent, posent des questions.
il était parmi les tout premiers utilisateurs du forum. Et il y avait un type qui n'arrêtait pas de se plaindre en disant ça pourrait être mieux fait, ça pourrait être mieux fait, ça pourrait être mieux fait. Accessoirement, il aidait beaucoup les gens en SQL, base de données, il était très fort. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à collaborer, on s'est mis en contact. Et je lui ai dit, bah, écoute, si tu penses qu'il y a moyen de faire mieux, vas-y, viens m'aider, quoi. Et donc, on a commencé à collaborer à distance à l'époque, on chattait sur ICQ ou des trucs comme ça, l'équivalent de MSN, Messenger, pour ceux qui connaissent. Et on a commencé à collaborer à distance pendant des années. En fait, il se trouve que par hasard, on était de la même région, on est originaire d'Avignon tous les deux. Mais on ne le savait pas, on l'a appris un peu plus tard. En fait, t'habites où? Ah, putain, moi aussi. Donc on s'est rencontrés physiquement au bout de peut-être 2 années de collaboration, un truc comme ça. Mais au départ, c'était juste 2 ados qui ont un projet hobbyiste sur Internet et qui essayent d'améliorer ce site, qui a l'air d'aider plein de gens à apprendre à programmer, en gros. Et donc à l'époque, le site ne vous apportait aucun revenu? C'était principalement par passion? Non, c'est ça. Encore une fois, c'était un hobby, il n'y avait pas d'entreprise, il n'y avait rien, il n'y avait aucun but particulier derrière, c'est purement philanthropique, c'est aider des amis, et puis si ça peut aider d'autres personnes, ben encore mieux. Moi, ça va occuper mon temps. Et puis juste, peut-être un truc, c'est que j'avais une envie un peu, sans pouvoir l'expliquer, une envie profonde de le faire. Je sens qu'il y a une forme de flamme en moi qui dit il faut que j'écrive, il faut que je partage, il faut que j'aide les gens, etc. Et donc j'ai passé beaucoup de temps, soir et week-end, à bosser dessus en fait. Clairement, j'ai passé des années collège, lycée, et ensuite post-bac en école d'ingénieur. Alors, je faisais ça. En école d'ingénieur, c'était différent, c'était pas les livres, c'était les cours que je recevais à l'école que je réécrivais. Mon cours de C, mon cours de C++, par exemple, c'est sorti comme ça. D'accord. Donc en fait, c'est une aventure qui a continué, mais toi, en parallèle, tu as quand même continué à grandir, à faire des études, à partir en école d'ingénieur. Ouais, c'est ça. Et tu as réussi à jongler avec les deux Oui. J'ai pas redoublé. Donc ça, voilà. Après, j'ai eu des moments un peu difficiles dans mes études. Il y a des moments où j'ai un peu plus de difficultés. La physique, au lycée, ça me donnait pas mal de fil à retordre. Et j'ai eu une fois, c'est l'anecdote que j'aime bien raconter, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut. Ma prof de physique était au courant que j'avais ce projet et qui voyait que j'avais un peu de mal, que je décrochais un petit peu en physique. Il m'a dit, Mathieu, il va falloir arrêter là, ce que tu fais parce qu'il faut faire des choses sérieusement. Je ne l'ai pas écouté, mais ça m'a un peu ébranlé sur le coup. Et puis je me suis dit, non, enfin, ça doit marcher, quoi. Je dois pouvoir y arriver. Et puis je sentais que c'est trop utile. En fait, j'avais tellement de bons retours que ça me motivait, ça me donnait beaucoup d'énergie pour créer des nouveaux cours, faire de nouveaux trucs. Donc voilà. Mais sinon, globalement, j'ai été soutenu. Mes parents n'étaient pas trop au courant encore à l'époque de ce que je faisais. C'était genre, notre fils, il est plutôt sur l'ordi que sortir jouer au foot, ça c'est clair. Mais ils ont compris après par la suite de quoi il s'agissait. Mais sinon, non, j'ai eu plutôt, en tout cas, pas eu de blocage particulier à l'école, ça s'est bien passé. Ok, mais à quel moment, du coup, c'est devenu vraiment ton job? À quel moment tu t'y es consacré à temps plein? À quel moment tu en as fait ta profession? C'est pas évident de répondre parce que en fait, j'ai l'impression que c'est une continuité pour moi. Encore une fois, depuis la classe de 4e, j'ai jamais vraiment arrêté de m'occuper de ce projet avec plus ou moins de temps. Il n'y a pas eu de cassure nette. Mais s'il fallait définir un moment précis, je pourrais dire mon stage de fin d'études. Okay. Moi, l'anecdote, c'est que donc, je faisais une école d'ingénieur avec prépa intégrée à Paris. Et en dernière année d'école d'ingénieur, en fait, on a 6 mois d'études et 6 mois de stage de fin d'études. C'est obligatoire. Et moi, mon stage de fin d'études, je voulais le faire dans ma boîte. Sauf que j'ai découvert qu'on ne pouvait pas s'embaucher en tant que stagiaire dans sa boîte. Et c'était l'époque où il n'y avait pas de carrière entrepreneur. En gros, les startups, ça n'existait pas, plus ou moins pas. Être entrepreneur, ce n'était pas un truc cool à la mode. Il n'y avait pas d'incubateur, des trucs comme ça. J'ai l'impression de parler comme un vieux con, mais ça n'existait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ce soutien qu'il y a aujourd'hui, qui est formidable d'ailleurs. Et donc, j'ai contacté l'administration en disant, voilà, j'ai ce projet. En fait, moi, je ne veux pas être en stage, je veux embaucher des stagiaires, en fait. Parce que littéralement, mon stage de fin d'études a consisté à embaucher 4 stagiaires, sans savoir du tout comment il fallait faire, d'ailleurs. Ouais, ça a commencé là. En fait, on avait même commencé à bosser avec Pierre, mon associé, pendant un été, à Lyon, justement, parce que Pierre, mon associé, qui est CEO d'Open Classrooms, a fait l'INSA Lyon. Et donc, on avait loué des petits bureaux dans une des rues de Lyon, comme ça, pendant un été. Ça avait duré juste un temps. Et ensuite, mon stage de fin d'études, là, ça a été
près de Paris, dans la banlieue. On avait trouvé des bureaux, on avait aménagé, on avait monté le IKEA nous-mêmes et embauché les 4 premiers stagiaires. Et voilà, ça a été vraiment le moment où je me mets à 100% et il n'y a pas eu de changement depuis, quoi. D'accord. Et donc en 2013, donc il y a à peu près 10 ans, le site du zéro devient Open Classrooms. Qu'est-ce que ce changement de nom, qu'est-ce qu'il veut dire? On arrivait à un stade où on commençait à aller à l'international et le nom site du zéro ne pouvait pas vraiment résonner trop à l'international. Et on commençait à réfléchir à faire des diplômes. Et finalement, avec tout l'amour que j'avais eu pour cette marque site du zéro qui avait grandi au fil du temps, encore une fois, je vous ai dit au tout début, j'ai trouvé que c'était un nom de merde. Et après, le temps passe et on finit par s'attacher. Le truc, c'est que je n'imaginais pas qu'on pourrait mettre des diplômes site du zéro, en fait. Si on devenait progressivement une école, c'est un peu le plan qu'on avait à l'époque. Et donc, on s'est dit, il faut un nom qu'on puisse mettre aussi sur des diplômes et qui fasse référence à l'éducation et qui soit international. Et là, autre anecdote que j'ai partagée sur LinkedIn il y a quelques temps, c'était il y a pile 10 ans, quand on a cherché le nouveau nom du site du zéro, on a fait travailler un grand cabinet de com qui avait un truc spécialisé dans les startups à l'époque, qui nous aidait à trouver le nouveau nom de la boîte. Et donc, ils ont bossé dessus. Ils ont beaucoup bossé dessus pour nous sortir un nom que l'équipe a refusé en bloc. Et donc, ils étaient très frustrés parce qu'ils n'avaient pas l'habitude qu'on leur dise non. Pour info, on a failli s'appeler Learn Do Be. C'était ce qu'ils nous ont proposé, Learn Do Be. Bon, mais ça n'a pas collé. Et donc, on leur a fait un peu retravailler. Et puis après, le deuxième nom était très bien. On a gardé. Ça a été Open Classrooms. Petit conseil, ceux qui veulent créer un nom de boîte, évitez de mettre un S à la fin. Personne ne le prononce. Tout le monde oublie de le mettre. Voilà, vous savez peut-être, mais plus de gens cherchent sur Google Open Classroom que Open Classrooms. C'est pas grave, ça n'empêche pas les gens de nous trouver. Deuxième conseil, et on ne savait pas trop à l'époque, le nom de la boîte était différent du nom du site. En fait, la boîte s'appelait Simple IT parce qu'on avait besoin d'un chapeau. C'était encore avant qu'on s'appelle Open Classroom. Voilà. Et ça, c'est la galère aussi à gérer parce qu'avec des clients, des prospects, tu appelles, tu dis allô, bonjour, Simple IT, elle apparaît. Quoi c'est du zéro, Open Classroom. Ah, ok, je vois qui vous êtes. Donc, c'est plus simple quand votre produit, c'est le même nom que votre nom de boîte. Petit détail, mais qui a son importance. Ça vous ferait gagner beaucoup de temps et de l'argent, je pense. Merci pour les conseils. Et donc, à 10 ans de ce changement de nom, est-ce que tu as quelques leçons que tu souhaites partager avec nous? Sur le choix du nom? Sur ce rebranding, sur ce nouveau positionnement, sur le développement à l'international? Il fallait un nom international, donc j'ai pas de regret du tout d'avoir choisi ce nom. Le S, fallait peut-être pas, ou il fallait trouver un truc qui soit pose moins confusion. Mais bon, c'est pas grave. Non, la marque a bien imprimé. Ça a été relativement rapide le changement de nom. On avait assez peur. On a eu bien sûr plein de réactions très émotionnelles et tout, mais on avait répondu. Je me souviens à l'époque, on l'a annoncé sur un billet de blog avec Pierre. Et on a reçu genre 500 ou 700 commentaires dans les premiers jours qui ont suivi l'annonce. Et on a répondu à chaque message un par un, pour montrer qu'on était dessus. Alors, Pierre et moi, on s'était partagé les trucs. Bon, on a dit, on ne fera pas ça tous les jours, mais on avait vraiment répondu à tout le monde un par un, voilà, pour faire passer la pilule, passer à autre chose. Et ça s'est bien passé. Le seul petit truc, erreur stratégique SEO qu'on a fait, c'est que donc site du zéro.com redirigeait vers openclassrooms.com. Mais les gens continuaient évidemment à taper site du zéro dans Google. Et on leur proposait en premier lien Open Classrooms. Mais ils ne savaient pas que c'était Open Classrooms. Donc du coup, ils ne cliquaient pas. Donc en fait, notre site apparaissait toujours très en haut des résultats de recherche. Mais les gens ne cliquaient plus dessus. Donc la petite astuce, c'est que pendant longtemps, peut-être 2 ans, je ne sais pas, on a mis dans le titre, donc le title, pour ceux qui connaissent HTML, Open Classrooms, entre parenthèses, ex du zéro. Voilà. Et ça a réglé le problème. Enfin, c'est un petit conseil pratico-pratique, mais on s'était un peu fait surprendre par la chute de trafic. On avait trop peur que ce soit un problème de référencement. Ce n'était pas techniquement un problème de référencement, c'est juste que les gens ne cliquaient plus sur le lien parce qu'ils ne le reconnaissaient pas. Après, voilà, des conseils et des feedbacks sur les 10 dernières années ou plus, j'en ai plein, mais après, ça dépend les questions que vous aurez peut-être envie de poser ou les autres que tu as prévues. Très bien, alors on continue. Sur ton profil LinkedIn, tu mets que tu es Education Evangelist. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je change de nom de job tous les 6 mois.
Donc, revenez dans 6 mois et ça aura peut-être encore un autre nom. Avant, j'étais Chief Innovation Officer, j'ai été Chief Product Officer, j'ai été Chief Technological Officer, j'ai été directeur éditorial. Bon, le titre, pour moi, n'importe pas beaucoup. Déjà, ma qualité de cofondateur, ça me suffit. Hein. Mais aujourd'hui, pour répondre quand même à la question, je fais pas mal de choses comme ce que je fais là. C'est-à-dire que je partage l'expérience et je partage aussi des éléments de vision sur l'éducation, des convictions fortes, parce que je pense qu'il y a aussi besoin de faire passer une certaine forme de bonne parole, transformer un petit peu les approches, aussi bien dans la formation, l'éducation, que dans le monde du recrutement. Et de façon assez étonnante, en ce moment, ma bataille n'est pas tant sur la formation que sur la partie recrutement, où on pourra peut-être en reparler, mais il y a un sujet. Le truc qui rend fou tout le monde, c'est les entreprises qui disent on ne trouve pas les compétences dont on a besoin, les gens ils sont pas là, et les juniors qui arrivent sur le marché du travail font je suis là, et personne ne leur répond. Et donc c'est un paradoxe qui a l'air incompréhensible pour plein de gens et que je pense avoir compris. Malheureusement, j'ai pas la solution magique, hein, mais en tout cas voilà. Et ça m'encourage à parler de faire évoluer les méthodes de recrutement et de faire ce qu'on appelle du recrutement par compétences. Ce qu'en anglais, les Américains appellent le skill-based hiring, qui est plus avancé aux États-Unis qu'en France, parce qu'aux États-Unis, des boîtes comme IBM, comme Google ont enlevé les exigences de niveau de diplôme ou d'années d'expérience. Vous voyez, des fois, bac plus 5, plus 15 ans d'expérience est exigé pour n'importe quelle offre de job de base. C'est un peu abusé. Et puis surtout, ça veut dire quoi ? Et en fait, c'est juste parce qu'il y a une inflation sur l'année d'expérience, sur le diplôme. Ça rassure les recruteurs, mais ce n'est pas forcément ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de compétences, de gens qui savent faire certains trucs précis. Et le problème, c'est que les recruteurs ne prennent pas le temps à écrire sur l'offre de poste « Voilà ce que j'aimerais que vous sachiez faire ». Il y a le place, ils mettent bac plus 5, 15 ans d'expérience, ça me rassure. Voilà. Donc il faut faire changer les mentalités là-dessus. Et il faut aussi former les candidats à présenter leurs compétences, leur portfolio. C'est pas du tout naturel pour eux, d'après ce que j'ai vu. C'est pour ça aussi qu'on accompagne nos étudiants diplômés, jeunes diplômés, ou même les candidats à l'alternance, ceux qui vont démarrer une formation et qui cherchent une entreprise en alternance, parce qu'il y a vraiment aussi une façon, ça s'apprend, de se vendre, et c'est pas inné. Clairement, c'est pas inné. D'accord, très bien. À un moment donné, dans ton parcours, tu t'es posé beaucoup de questions. Tu as vécu une phase un petit peu plus difficile où tu t'es posé des questions sur toi, également sur le développement d'Open Classroom. Et tu aurais fait appel à différents mentors, à des psychologues. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous partager cette histoire et comment ça a impacté ton développement et le développement d'Open Classroom ? Ouais, vu de loin, tu as toujours l'impression que les boîtes qui font plein de salariés, qui lèvent des fonds, nous on a levé 170 millions de dollars en tout, je crois, depuis le début. C'est des succès géniaux, les gens sont trop forts, ça marche trop bien, il n'y a pas de problème. En fait, c'est tout l'inverse. On a l'impression qu'on va mourir tous les 2 ans, pour être clair. Et on a failli mourir plusieurs fois. Et je vous assure que vu de l'intérieur, c'est chaud, quoi. Ça peut être parfois assez chaud à vivre, c'est intense, c'est très exigeant, surtout dans une phase... Startup, c'est déjà exigeant, mais la phase d'après, scale-up, c'est encore plus exigeant. Si vous pensez qu'une startup, c'est dur, il faut encore imaginer la phase d'après où les étudiants, par exemple pour nous, arrivent en masse et il faut arriver à les traiter et pas perdre la qualité et garder la vision. C'est assez dur. Sur le plan psychologique, ça peut être très drainant. Et moi, ça a été drainant, notamment à plusieurs moments, hein, mais début 2020, je me souviens d'un moment assez dur où j'ai fait ce que je peux appeler aujourd'hui officiellement un burn-out. Et ça voulait dire que concrètement, j'arrivais juste plus à bosser. J'avais juste envie de rien d'autre que de m'affaler sur le canapé et de rien faire. Ou au mieux de jouer aux jeux vidéo, et encore même là, je n'étais pas sûr d'avoir la force. Donc c'est assez bizarre comme sentiment, et ça arrive à plein de gens, un peu partout d'ailleurs. Et donc ça m'a imposé de me reposer un peu, et puis j'ai repris le travail progressivement. Ça a pris un peu de temps. Et depuis, j'ai décidé que j'irais voir un psy toutes les semaines, alors peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je ne sais pas, mais jusqu'à la fin de ma vie. C'est un peu la promesse que je me suis fait à moi-même, parce que je n'avais pas vu de psy avant. Pour moi, voir un psy, c'était genre, t'es un peu fou, tu vas pas bien. Hein. Et d'ailleurs, voilà, après c'est l'environnement familial qui peut encourager ou décourager ça, mais je me souviens que quand j'étais mes parents, je vais voir un psy, j'ai senti super inquiet, quoi. Et aujourd'hui, je le présente comme autre chose. Alors, à l'époque, c'était vraiment une nécessité. Hein. Il fallait que j'aille voir un psy. Il fallait, en tout cas, que je fasse un travail psychologique. Et donc, c'était une nécessité. Aujourd'hui, je le fais par plaisir ou confort. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que j'aille bien ou que j'aille pas bien, le lundi, à 15h, j'ai rendez-vous avec la psy. Et c'est assez amusant,
c'est juste après ma séance de sport. Je vais à la salle de sport à 14h ou à 13h30 et à 15h, j'ai la psy. Et en fait, je le vois comme les deux penchants d'une sorte de musculature physique et mentale, et j'en ai besoin. Voilà. Et clairement, je ne pourrais pas faire juste l'un ou l'autre. Il faut vraiment les deux, et j'essaie de réserver suffisamment de temps dans mon emploi du temps pour faire du sport plusieurs fois par semaine et voir ma psy en gros une fois par semaine, au plus toutes les 2 semaines. Et je trouve que ça me fait vachement de bien. Et c'est tout ce que je peux dire. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, ça me fait vachement bien. Oui, bah forcément, ça laisse des traces, ça affecte, ça donne des idées, ça fait réfléchir sur plein d'aspects. C'est pas direct, je sais que c'est un peu le sens où tu veux m'amener, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé. Des fois, les gens d'Urbaine ont la dent dure. C'est pas comme ça que le mentorat est né sur Open Classrooms ou quoi, ça a été un peu avant. Mais moi, ça m'a permis de faire en tout cas plus attention et à moi et à mes collaborateurs et à essayer de repérer les situations un peu difficiles, un peu à l'avance. C'est des signes parfois très subtils, pas forcément très perceptibles, mais j'essaie de le voir et d'en prendre soin et de me préoccuper de ces situations-là. Et ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Donc, autant dire que ça arrive à tout le monde. Et sur la question de comment est arrivé le modèle pédagogique d'Open Classrooms, qui évolue encore aujourd'hui, en fait, il y a un truc particulier sur Open Classrooms, c'est peut-être un truc qu'il faudrait qu'on mentionne, c'est qu'il y a 2 usages possibles, usage gratuit et usage payant. Usage gratuit, vous allez consulter des cours en ligne, les fameux MOOC, comme on appelait à une époque. Et ces 600 cours sont gratuits et sous licence libre Creative Commons, ce qui est assez particulier. Ça nous coûte peut-être 10 000 balles, 15 000 balles par cours à produire. On a un studio de tournage en interne, on a une équipe pédagogique en interne. On fait travailler des experts externes aussi, bien sûr. Et ces cours-là, toutes les semaines, il en sort des nouveaux, il en sort des versions mises à jour, et ils sont tous gratuits sous licence libre. Ça, c'est vraiment un truc très particulier avec Open Classrooms, qui est notre héritage du site du zéro, et qu'on n'a jamais touché. En fait, les cours ont toujours été gratuits. On a mis de la pub à une époque, parce que c'est comme ça qu'on finançait. Bon, après, ça a évolué. On a enlevé la pub et on est devenu une école. Donc ça, c'est l'usage gratuit, c'est les cours. Et ensuite, tu as les parcours de formation qui sont la partie diplômante. C'est là où tu peux avoir un bac+2 à bac+5 sous différentes formes, soit des diplômes Open Classrooms de type titre RNCP qui sont enregistrés, soit avec des écoles partenaires, et y compris des universités, parce que tu peux avoir aussi un diplôme de niveau master avec une université, l'UTT, en cybersécurité. Donc voilà, soit des partenariats, soit des diplômes qu'on a en propre. Ça, c'est la partie payante. Et la partie payante, c'est quoi? En fait, c'est la partie où tu vas tu vas être accompagné par un mentor toutes les semaines en visioconférence, et tu vas avoir des projets à réaliser, des projets professionnalisants. Et si tu valides tous ces projets professionnalisants, à la fin, il y a un jury qui se réunit et qui décide de te donner le diplôme ou pas. Et là, c'est là où on a justement notre activité qui s'est développée ces dernières années. Donc la très grande majorité des 300 000 par mois sont des utilisateurs gratuits et qui en bénéficient très bien. Et une petite portion décide de dire « Ok, je veux faire ma formation, ma transformation de carrière ou ma première formation sur Open Classrooms ». Ça, on en a pas mal aussi. Et là, c'est la partie où il y a justement un mentor qui t'accompagne. Et c'est un expert du secteur. Et cette idée d'avoir un mentor qui t'accompagne en visioconférence, une petite heure par semaine en moyenne, des fois un peu plus, des fois un peu moins, c'est venu de façon très intuitive, en fait. Je posais la question à des utilisateurs du site, des cours, qu'est-ce qu'ils voudraient, de quoi ils auraient besoin. Et ils me disaient, j'aurais besoin de plus d'exercices. Je veux pratiquer, j'ai vu ton cours sur HTML, par exemple, mais maintenant, j'aimerais qu'on me fasse faire des vrais sites. Alors, je crée des exercices, je les mets, et puis les gens disent « Ouais, c'est cool, mais j'ai des questions et je suis bloqué, etc. » Et je dis « Bon, bah, viens, on fait une visio. » Et donc, en fait, j'ai commencé à être le premier mentor sur Open Classrooms. Et ensuite, comme je suis sympa, j'ai dit à une deuxième personne « Ouais, vas-y, viens, on fait des visios, etc. » Et à la fin, je passais 40 heures par semaine à faire des visios, littéralement. Je me suis dit oh, bon, je ne peux pas faire ça toute ma vie, donc je vais trouver des gens qui vont le faire. Et donc, j'ai cherché sur le site des utilisateurs qui étaient plus expérimentés, qui ont commencé à devenir mentors, et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, j'ai cherché des gens pour m'aider à trouver des mentors, parce que je ne pouvais pas faire ça toute la semaine non plus. Mais vous voyez, c'est cette façon très progressive et très organique, j'ai envie de dire. Dans mon approche, ça a été, je pose la question aux gens, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous aimeriez, ok, je le fais. Et maintenant, de quoi tu as besoin? Ah, ok.
Et surtout, j'essaye de faire moi-même, c'est un peu mon biais, j'essaye de faire moi-même à la main. Parce que comme ça me permet de parler aux gens, de comprendre de quoi ils ont besoin. Et ensuite, quand je vais embaucher des gens, quand je vais chercher des gens pour faire le travail, pour m'aider à le passer à l'échelle, je sais quoi leur dire. Je sais de quoi il y a besoin. J'ai déjà un petit peu un playbook, un guide qui sert à cadrer les choses. Et je pense que je n'aurais pas pu le faire autrement, juste en concevant de façon géniale sur un tableau. Tiens, ça va marcher comme ça, comme ça. Non, je ne savais pas. Et j'ai beaucoup fait de micro-ajustements en cours de route parce que j'ai découvert ça en parlant avec les gens et en m'immergeant dedans. Et encore aujourd'hui, je fais en moyenne une fois par an du mentorat. J'arrive sur la plateforme, je dis ouais, je suis mentor. Enfin, j'ai un compte validé. Et parce que tout le monde ne peut pas être mentor, il faut qu'on soit validé par tout un tas de critères. Et de temps en temps, il y a un étudiant qui m'a en tant que mentor. Et il croit qu'il y a un putain de problème chez Open Classrooms, qu'on est en train de mourir et que je suis obligé de faire moi-même les sessions de mentorat. Ou qu'il y a un bug, qu'il y a une caméra cachée. Je dis non, vraiment, voilà, ça ne va pas durer longtemps. Ça va peut-être durer 3-4 mois, mais moi, j'aime bien faire du mentorat. Déjà, j'aime bien, juste ça me fait kiffer. Et 2, ça me remet dans l'usage, les problématiques. Je vois l'interface côté mentor et je comprends un peu mieux leurs problèmes, leurs problématiques. Je parle avec eux. Moi, j'ai besoin de ça pour avoir de l'empathie pour les gens, etc. Et du coup, de la même façon, j'essaie régulièrement d'être étudiant sur Open Classrooms. J'ai fait des formations Open Classrooms diplômantes, notamment en transformation des entreprises. Et c'était super intéressant aussi. Et je me demandais, tes premiers cours que tu avais réalisés pour le site du Zéro, est-ce qu'ils sont encore en ligne? Est-ce qu'on peut les trouver quelque part? Le premier cours, c'était HTML5, HTML à l'époque. Et il a évolué et il est toujours en ligne. Et c'est toujours le cours le plus consulté. Donc ça, c'est assez rigolo. Il a juste beaucoup été mis à jour, bien sûr, pendant des années. Pendant 24 ans, c'est peut-être le cours le plus vieux, effectivement. Après, il y en a qui ont évolué. Ouais. Il y en a plein qui sont encore là, qui n'ont pas eu besoin de beaucoup changer, comme le cours de C, parce que le C ne change pas trop encore. C'est beaucoup plus, mais le C, ça va encore. Et sur mon blog perso, parce que j'ai fini par créer un petit site perso à côté pour avoir la main sur un blog, donc ça s'appelle mathieu.nebra.fr, c'est très original. J'ai réussi à récupérer les archives de la toute première version du site et du tout premier cours HTML, du cours de Visual Basic aussi à l'époque. Et donc, juste pour faire un petit peu archive musée, j'ai fait une petite page sur mon site perso où j'ai mis cette vieille version du site. Je suis sûre que les vues vont exploser ce soir. Mais en fait, c'est marrant parce que quand je retombe dessus, je fais putain, mais quelle merde! Mais comment des gens ont pu aimer ça? Parce que c'est pas quelle merde, c'est juste. Mais c'est très. En fait, c'est très. Le mot qui me vient, désolé, j'ai pas mieux, c'est très kikoulol en fait. J'étais super excité, ouais, vas-y, on fait ça, trop bien, et là. Et en fait, aujourd'hui, ça passerait pas du tout mon critère d'exigence. Il y a plein de trucs qui vont pas. Je vois plein de trucs qui vont pas. Je parle même pas du design. C'est une catastrophe. Il y a quand même une bannière en flash qui clignotait, qui bougeait de droite à gauche. Tu n'arrivais pas à lire le cours, tellement ça bougeait. Et c'était orange, vert, jaune. Horrible. Mais bon, comme quoi, ça peut marcher. Ce qui compte, c'est de lancer le truc, c'est de le mettre en ligne. Moi, je reviens toujours. Oui, l'énergie, je pense que c'est ça aussi que les gens ont aimé. C'est que moi, j'étais vraiment à fond sur les trucs que je partageais. Et ça se ressent. Mais le truc que j'ai appris et que je continue à apprendre aujourd'hui, c'est que j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup partager, enseigner, et j'aime beaucoup la création numérique, la programmation. Et j'ai eu la chance très tôt dans ma vie de découvrir ces 3 passions et intuitivement de les mettre en une seule, qui était la création de cours en ligne. Et de ne pas trop me poser de questions, d'écrire, et surtout de publier. Même de la merde, mais au moins ça sort, au moins il y a des gens qui le lisent, s'ils n'aiment pas, ils n'en parlent pas. Mais en fait, je retombe dans les travers régulièrement qui consistent à vouloir faire un truc parfait et pas publier. Et après, j'essaie de me rappeler cette histoire-là et me dire, non, mais il faut publier. Et à chaque fois que je publie, je suis content, en fait. Enfin, j'ai un peu honte. Il faut toujours avoir un petit peu honte. Si on est trop content de soi, c'est qu'on a passé trop de temps. C'est comme un produit, c'est comme un MVP pour ceux qui travaillent dans la tech et produits. Si tu n'as pas un minimum honte de ton produit, c'est que tu as pris trop de temps, en fait. Il faut un peu avoir honte. Ok. Merci pour toutes ces anecdotes. Petite question par rapport aux diplômés d'Open Classrooms, qu'est-ce qu'ils deviennent? Oh là là. Alors c'est marrant parce que le monde de l'éducation, c'est un truc, c'est sur le temps long. Faites pas de la formation, faites pas de l'éducation pour gagner de l'argent rapidement et devenir riche et célèbre super vite, ça marche pas comme ça. Et surtout, c'est un temps long, donc c'est intéressant de suivre ce que les gens deviennent des années après. Alors, je suis toujours en contact avec quelques personnes que je connais depuis très longtemps.
Mais pour vous illustrer un cas, notre tout premier diplômé Open Classroom, donc là ça date de, je sais plus, c'est pas 2013, c'est 2015, 2016. Il a reçu son diplôme des mains du président de l'époque, François Hollande, parce que, je ne cherchais pas à comprendre, mais en gros, François Hollande était venu au bureau délivrer les 3 premiers diplômes Open Classrooms, parce qu'on avait réussi à faire venir en plus la ministre du Travail qui annonçait les chiffres du chômage. Vraiment, ça lui faisait une bonne séquence politique, il était content. Nous, ça a été un bazar monstre de préparer les bureaux. Il y avait des chiens renifleurs au cas où il y avait des explosifs, il y avait des snipers sur les toits en face. C'était n'importe quoi. Et anecdote, avant que le président arrive dans la rue, il nettoie toujours au Karcher pour pas qu'il marche sur une merde de chien. Du coup, le président de la République a toujours l'impression que les trottoirs sont super propres en France, parce que c'est toujours nettoyé avant. Ça m'avait fait marrer. Bref, ce premier diplômé, on est un peu resté en contact de temps en temps, et aujourd'hui, il est responsable de la data chez Disneyland Paris. Premier diplômé. Tout le monde vit une aventure différente. Certains ont dû changer de carrière 20 fois et faire complètement autre chose. Mais voilà, on a des anecdotes comme ça. Et il est venu témoigner aux 10 ans d'Open Classrooms, justement. Donc c'était cool, c'est pour ça que j'en parle. Voilà, et plein d'autres me racontent des choses. Et c'est pas que les diplômés, c'est aussi des gens qui ont suivi les cours gratuits, qui sont d'ailleurs l'immense majorité, et qui viennent me dire ouais, ça m'a trop servi, merci. Moi, je ne sais pas quoi répondre. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, si vous me dites merci, je suis content, mais je ne sais pas quoi vous dire, je suis content. Mais par contre, pour beaucoup, ça a donné des idées sur ce qu'ils aimeraient faire plus tard. Donc, ça a joué un rôle d'une façon ou d'une autre dans leur carrière, et c'est super agréable de l'entendre. C'est très chouette. Et justement, maintenant, si je prends le cas d'un jeune bachelier qui vient juste d'avoir son bac, à quel moment il va pouvoir suivre une formation d'Open Classrooms dans sa carrière, dans son cursus? Est-ce qu'il pourrait, dès après le bac, se lancer dans des formations ou... Oui. Alors, on a des gens... Alors, les plus jeunes ont 9-10 ans qui suivent des cours en ligne gratuits et des formations diplômantes démarrent peut-être à 16 ans pour les plus jeunes et 60-65 ans pour les plus âgés qu'on retrouve sur la plateforme. Ils peuvent être bacheliers ou pas. La grande majorité aujourd'hui sont des gens en reconversion qui vont plutôt avoir la tranche 30-40 ans. Ils vieillissent comme nous en fait. Donc c'est des gens en reconversion, mais on a plein de jeunes aussi. Le truc qu'on a tendance à avoir, c'est plutôt des gens à la marge du système. C'est-à-dire que si à l'école tout se passe bien, tu vas plutôt avoir tendance à aller dans une école qui te prend et qui se passe bien, etc. Donc par exemple, tu vas aller à l'INSA Lyon. Mais si ça ne se passe pas bien pour différentes raisons, soit parce que le modèle scolaire, le rythme imposé, où tout le monde est censé apprendre au même rythme, censé avoir compris au même rythme, qui sont des trucs qui n'ont pas beaucoup changé depuis 250 ans, si ça ne te va pas, eh bien, tu vas plutôt avoir tendance à venir sur Open Classrooms, soit parce que tu es trop en avance, soit parce que tu es trop en retard, mais ce n'est pas grave. Voilà. Mais nous, on a un modèle pédagogique qui fait qu'on s'adapte au rythme de la personne. C'est-à-dire que si tu apprends vite, tu peux finir ta formation plus vite. Si tu as besoin de plus de temps, tu peux prendre plus de temps. Le principe, en tout cas, a été développé comme ça. J'ai perdu le sens de la question. C'était... Tu y as répondu. C'est à quel moment de son parcours un jeune bachelier Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des jeunes bacheliers et il y a des gens qui sont en reconversion. Voilà, il y a vraiment de tout. Après, on focalise particulièrement sur les publics qui ont peu accès à la formation. Alors, petite précision que je n'ai pas fait, c'est qu'on est entreprise à mission depuis le début que les entreprises à mission existent, et on est labellisé Bicorp aussi. C'est un truc assez important pour nous. Et donc, en tant qu'entreprise à mission, on a un comité de mission dont je fais partie, on a des gens top dans ce comité, et il aide à définir la stratégie d'Open Classrooms. Il oriente et guide la stratégie d'Open Classrooms. C'est toujours le comité d'administration qui pilote, qui fait la gouvernance de la boîte, mais le comité de mission qui est à côté, en fait, prend sur un peu plus de temps la réflexion et détermine les publics qu'on doit cibler en priorité. Donc c'est assez particulier sur Open Classrooms. 79% de nos étudiants sont des personnes qui ont en général peu accès à la formation. Et parmi ces catégories, on a identifié 5, c'est les personnes qui ont un diplôme niveau bac ou moins que le bac, donc peu diplômés, les demandeurs d'emploi, les réfugiés, les personnes issues des quartiers prioritaires de la ville et les personnes ayant un handicap. Et donc voilà, la très grande majorité, 79% des étudiants, appartiennent à ces catégories-là, et on fait un effort conscient pour aller les chercher autant que possible. Donc ça, c'est lié à notre identité, notre ADN de boîte,
et peut-être oublié de le préciser, le truc le plus important pour moi à signaler, c'est qu'on a une mission qui tient en 3 mots, c'est rendre l'éducation accessible. Make education accessible, et c'est l'accessibilité à tous les sens. Sens financier, on sait faire en sorte que les gens puissent se faire financer la formation et qu'il n'ait pas à payer, mais au sens pédagogique, évidemment, parce que les cours sont pour les débutants depuis le début, donc ça vient de cette ADN-là, et donc on veut on veut rendre la formation accessible aussi aux gens qui, en général, en moyenne, ont moins bénéfice de la formation. Mais comment vous faites du coup pour toucher ces publics qui sont peut-être un peu plus éloignés de la formation ou même justement du numérique? Alors c'est pas forcément évident, ça demande plus ou moins de travail et on n'y arrive pas de façon égale pour tous les publics. Les demandeurs d'emploi, on a super bien réussi parce qu'on s'est bien connecté avec les services publics de l'emploi notamment, avec les entreprises notamment aussi quand on fait de l'alternance maintenant. Mais à l'inverse, les réfugiés, on ne sait pas bien faire. On a une petite quantité de réfugiés sur Open Classroom, c'est une très belle histoire, mais c'est lilliputien par rapport au reste. Et là, en fait, on a commencé à travailler avec des associations locales, des missions locales, etc., qui aident les réfugiés. Mais le gros des réfugiés a plutôt besoin de cours de langue au départ. Et donc, après, ceux qui parlent déjà anglais vont faire les formations en anglais sur Open Classrooms. Mais vous voyez, quand on dissèque le truc, c'est pas aussi évident que ça, en fait. Aux demandeurs d'emploi, on y arrive très bien. Les personnes RQTH, donc qui ont un handicap, on se débrouille pas mal. On essaie de faire de la pub en ce sens. On essaie de cibler les publics, et notamment avec des associations ou des organismes relais. Parce qu'il y a des organismes qui connaissent ces personnes-là, donc on essaie d'aller les voir là-dessus. Et de plus en plus, on cherche à faire de la publicité ciblée auprès de ces personnes-là. Qui, c'est un paradoxe, et ça donne d'ailleurs des débats intéressants en board, peuvent parfois coûter plus cher à aller chercher, par définition. Et donc, du coup, vous payez votre publicité, vous payez votre coût d'acquisition marketing plus cher pour remplir votre mission. C'est bien beau, mais du coup, vous avez moins de marge. Et ce moins de marge, il peut se traduire par des problèmes aussi à un moment donné. Donc, on n'est pas non plus dans l'idée de maximiser la marge à tout prix, mais il faut quand même la contrôler et il faut quand même être rentable dans cette histoire. Donc, c'est un débat. Il y a un arbitrage. Alors, je ne dis pas qu'on le fait encore très bien, mais on commence vraiment à avoir cette conversation en board. Est-ce qu'on va allouer tant de budget, par exemple, en marketing là-dessus pour avoir plus de personnes de type réfugiés ou de type RQTH? Et qu'est-ce qu'on accepte? Et pourquoi? Et comment on le valorise, etc. Donc, vous voyez, et là, on est au cœur, je trouve, du statut de société à mission, où on sort de la logique de profitabilité maximale. Parce que sinon, prenez une entreprise quelconque, elle est censée générer un maximum de retour sur investissement aux actionnaires. C'est le rôle. Et elle peut même être attaquée si elle ne le fait pas. Aux États-Unis, les boîtes sont attaquées. Les boîtes avec un impact social ou environnemental trop fort sont parfois attaquées directement parce qu'elles ne maximisent pas leur retour sur investissement. Le statut de société à mission nous protège en partie de ça. C'est encore relativement nouveau, puisqu'elle introduit l'objet social dans les statuts de l'entreprise. Et il y a toute une logique et des contre-pouvoirs qui existent. Je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur la ligne de crête de ces nouveaux types de sociétés où on essaye de piloter aussi bien l'impact social, environnemental que financier. Et pour nous, c'est un triptyque. Financier, social, environnemental. Et c'est une forme d'équilibre. Et tout, d'une façon ou d'une autre, peut se traduire en euros. Évidemment, le PNL financier, il est en euros, quoi, en gros. Mais l'environnemental aussi. Tu peux traduire ton coût d'émission de CO2. Il y a des standards. Après, ils sont critiquables, mais au moins, ils ont le mérite d'exister, d'avancer. Et social, c'est pareil. Si tu veux avoir un meilleur impact social, ça se valorise en euros. C'est-à-dire, ça crée de la valeur pour la société, en général. Pour l'État, ça lui coûte moins cher de payer des allocs que de payer des allocs, etc. Et en plus, c'est des personnes qui vont payer des impôts derrière. Donc, en fait, c'est tout bénef, mais sur le long terme. Et donc, on est vraiment en train d'essayer de réfléchir à comment modéliser, calculer le lien entre ces tableaux financiers, social et environnemental. Et c'est une question d'équilibre. Dans le monde d'avant, tu pousses tout au maximum des curseurs sur le financier et tu t'en fous du reste. Ça crée des désastres écologiques en cours, ça crée aussi des impacts, des désastres sociaux. Un exemple typique, c'est les maisons de retraite. On a vu ce que ça a donné de piloter un organisme de maison de retraite en poussant l'impact financier au maximum sans avoir de contre-indicateurs sur l'impact social.
Et fait amusant, l'histoire est quand même très triste, mais bon, fait amusant, du coup, ça fait péricliter complètement, une fois que le scandale éclate, l'entreprise qui, du coup, sa valeur nominale financière, elle revient à zéro. Donc, à la fin, il y a une forme de rééquilibrage et de justice d'une certaine façon. Mais ce qu'on veut, c'est éviter de tomber dans ces travers extrêmes, bien sûr, et donc de piloter aussi finement que possible l'impact social, financier et environnemental. C'est pas facile. Peu de gens le font encore, mais on pense que c'est l'avenir et la législation va un peu dans ce sens-là. Donc voilà, pareil, on participe auprès des pouvoirs publics à essayer d'aider à définir ce qui nous semble être la bonne direction là-dessus. Mais c'est pas évident. Merci pour tous ces éléments. En parlant de direction, je propose que nous finalisions cette interview sur justement les tendances dans le monde de la formation professionnelle. Déjà, c'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel. Comment vous, Open Classrooms, vous différenciez par rapport aux autres? On a choisi déjà de cibler uniquement les métiers en tension. Alors, d'autres le font bien sûr, mais on vise vraiment les métiers où on sait que c'est plus difficile de recruter. On fait de la formation 100% en ligne. C'est pas parce qu'on pense que la formation en ligne c'est la meilleure façon de se former, c'est parce qu'on a choisi d'en faire notre créneau. Et c'est suffisamment dur et suffisamment chiant, parlez-en à l'équipe d'Open Classrooms qui est ici, de piloter au quotidien ça, pour bien le faire, que voilà, on s'est dit on va pas forcément créer des lieux, des espaces de formation, etc. Donc c'est de la formation en ligne. L'avantage c'est qu'elle peut démarrer à tout moment, le rythme peut s'adapter à la personne et que géographiquement il n'y a pas de limite. Et donc on a des étudiants partout en France et dans le monde, y compris dans les zones reculées. Donc ça c'est un gros avantage. Et derrière, une force qu'on est en train de déployer, c'est qu'on est capable de réconcilier les candidats qui cherchent à faire une formation et à se la faire financer avec des financeurs qui sont très nombreux, qui ont des noms très pompeux, très différents, très longs, et qui ont des critères très précis d'exigence. Je veux que la personne elle ait entre 26 et 28 ans, qu'elle soit RQTH, qu'elle soit issue des quartiers prioritaires de la ville, mais que dans le sud de la France, parce que moi je travaille qu'avec les régions du sud de la France, et là-dessus il y a 5 millions pour financer les formations. Mais ça les gens ne le savent pas en fait. Donc nous on a commencé à créer une base de données qui liste ces financeurs. Derrière, quand vous postulez sur Open Classrooms, vous candidatez pour une formation, on vous demande pas mal de choses, dont votre adresse et si vous avez un statut particulier à signaler, tout ça. Et ça nous permet de faire un matching de la formation et du financement qui va derrière. Bon, ça, c'est de la vision encore, il y a encore un peu de travail dessus, mais on commence à arriver à le faire de mieux en mieux. Et donc ça, c'est aussi une grande force d'Open Classrooms. Et je terminerai là-dessus. On était les premiers à faire de l'alternance en ligne. On était le premier CFA en ligne. Et on est capable de faire l'alternance ouverte toute l'année. Ça, je ne crois pas qu'on ait beaucoup d'autres organismes qui le fassent. Et on est en train de l'exporter au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et particulièrement aux États-Unis, c'est très excitant parce qu'ils sont beaucoup moins avancés que la France sur l'alternance. Ils ne connaissent pas du tout. Et on commence à se faire un nom aux États-Unis. C'est encore le début, mais on sent que l'alternance risque d'exploser dans les prochaines années aux États-Unis. L'alternance tech, parce que l'alternance métier manuel, ça c'est développé, mais pas de l'alternance tech. Et donc on sent que voilà, on aimerait bien être au début de la croissance aux États-Unis de l'alternance. Et là, on pense qu'on est les acteurs les plus avancés aux États-Unis sur l'alternance. Ça demande des compétences assez complexes de matching, de candidats, d'entreprises, de contractualisation, de formation avec un rythme partiel. Et nous, on fait tout à la maison, tout in-house. Et on a mis 24 ans pour en arriver là et pour comprendre, ajuster les rouages. Donc c'est assez complexe. C'est très impressionnant. Merci. Complexe, mais on essaie de le rendre simple pour les gens. Mais derrière, il y a une vraie complexité pour créer de la simplicité. C'est très impressionnant. Merci beaucoup. Maintenant, dans les tendances actuelles, il y a évidemment l'intelligence artificielle qui vient complètement bousculer le monde de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle. Comment tu vois, toi, ces bouleversements? Est-ce qu'il y a des choses où directement vous avez commencé à capitaliser dessus à Open Classrooms? Est-ce qu'il y a des choses au contraire où tu attends un peu de voir ce que ça donne? Comment tu te situes par rapport à ça? Sur l'IA? Oui. Et l'IA générative en particulier. Je considère, alors je sais que ça va être une réponse qui va paraître évidente pour plein de gens, mais je considère, évidemment, il ne va pas répondre à autre chose, je considère qu'on a été vraiment au taquet sur la question de l'IA générative assez vite chez Open Classrooms. On s'est bien emparé du sujet, il reste beaucoup à faire, ça va très vite, dans tous les sens, mais les équipes s'en sont bien emparées. Je vois trois aspects.
je peux en parler avec détail parce que justement, j'ai donné une présentation en board il y a 2-3 mois sur l'impact de l'IA générative sur Open Classroom. C'est un sujet stratégique. Et j'ai vu 3 axes d'impact. L'équipe, les moyens pédagogiques et le contenu pédagogique. L'équipe, c'est vrai dans n'importe quelle entreprise, en fait, c'est vos employés. Si ils n'exploitent pas l'IA générative intelligemment, ils risquent de perdre en productivité comparé à d'autres entreprises. Et même en qualité, parce que je pense que l'IA générative bien utilisée, vous pouvez faire un travail de meilleure qualité. Encore une fois, ce n'est pas parfait et il faut faire preuve d'esprit critique. Mais il n'empêche que les gens qui pensent à l'utiliser vont avoir un avantage sur ceux qui ne l'utilisent pas, qui ne savent pas l'utiliser. C'est vraiment le sujet. Et donc, j'étais vraiment content de voir que chez Open Classroom, dans toutes les équipes, il y avait des usages différents, parfois plus, parfois moins, et des usages très différents auxquels j'aurais même pas pensé. Donc, je suis allé un peu grappiller, identifier en marketing, en design, en student success, customer success, sales, tech, plein de trucs. Qu'est-ce qu'ils en faisaient, vraiment, concrètement? Et donc ça, voilà, les équipes commencent vraiment bien à l'utiliser. Pour illustrer le cas de la tech, on a gagné à peu près 15-20% de productivité. C'est-à-dire qu'on sort des features 15-20% plus vite qu'avant. D'un coup. Quasiment. En quelques mois, là, boum. Ça, on le mesure parce qu'on le traque assez précisément. Donc ça, c'est l'équipe. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Et c'est un truc que je recommande à tout le monde, c'est regarder sérieusement parce que les entreprises qui ne le feront pas, elles vont passer à côté et elles vont se faire dépasser. C'est une forme de transformation digitale, comme tout le monde aime l'appeler, mais puissance 1000. C'est-à-dire, si vous pensez que la transformation digitale, ça a perturbé les entreprises et qu'elles étaient en train d'être à la traîne sur l'informatisation et la transformation digitale, boum, ajoutez l'IA générative par-dessus, et honnêtement, si vous ne suivez pas, vous allez vraiment décrocher. Le deuxième aspect, c'est la méthode pédagogique. On pense que l'IA peut aider à mieux apprendre, plus efficacement, plus vite et de façon plus personnalisée. Et moi, mon Graal, c'est la personnalisation totale de la formation. Je pense que tout le monde apprend différemment, a besoin parfois plus d'humain, parfois plus d'être autonome, parfois plus d'intensité, parfois moins, parfois tel contenu, et je veux que chaque personne qui se forme sur Open Classrooms puisse avoir le rythme et la méthodologie et les conseils qui lui conviennent au moment où elle en a besoin. Et ça prend plusieurs formes, mais une concrète qu'on a mis en place, qui est presque évidente, mais c'est de mettre en place un assistant IA pour une partie de nos étudiants qu'on est en train de tester, qui est capable de répondre aux questions sur les projets que sont en train de faire nos étudiants. Et c'est une IA configurée, basée sur ChatGPT, pour ne rien vous cacher, mais configurée sur les projets, sur le contexte d'Open Classrooms. En gros, on précharge l'IA avec le contexte d'Open Classrooms, et du coup, elle sait comment répondre, et franchement, les réponses sont de super qualité. Donc j'étais sincèrement bluffé de ça. Donc ça, c'est un premier truc qu'on est en train d'étendre à tous les étudiants d'ici le début de l'année prochaine. On pense qu'il y a d'autres trucs géniaux qu'on peut faire. C'est plus prospectif, mais on a imaginé notamment que les cours sur Open Classrooms, qui aujourd'hui sont les mêmes pour tout le monde, quand tu vas voir le cours de HTML, tout le monde voit la même page. Demain, en sachant un petit peu qui tu es et si tu es là pour te faire du reskilling, de l'upskilling, si tu es plutôt dans le secteur bancaire, plutôt dans le secteur startup, eh bien, le contenu serait modifié à la volée pour tes besoins. En disant, toi, dans ton cas, je rajoute un paragraphe qui dit, ben voilà, dans le secteur bancaire, dans le secteur startup, le HTML, il vaut mieux penser à l'utiliser comme ça. Et donc, imaginez un cours légèrement modifié pour vos besoins uniques qui donc s'adaptent. Ça, c'est, je pense, un truc super fou qu'on peut faire. Troisième volet, et je termine là-dessus, nos formations elles-mêmes, le contenu, doivent apprendre à faire utiliser l'IA générative et l'IA en général, parce que ça sera des compétences qui seront attendues sur le marché du travail demain. C'est là où je ne veux pas trop rusher trop n'importe comment, parce que ça va très vite, il faut comprendre où on met les pieds, mais en même temps, je ne veux pas trop attendre non plus, parce que ça va vite, et il y a quand même des choses qui semblent déjà assez claires. Donc on a commencé à mettre à jour nos formations, et je suis déjà super content, parce que sur 80% de nos étudiants, d'ici la fin de l'année, ils seront confrontés à l'utilisation de l'IA au moins une fois dans leur parcours. Ça veut dire qu'ils auront un cours ou un exercice d'un projet où on leur dira, là, il faut que tu nous montres comment tu as utilisé l'IA générative pour faire ce truc. Parce que voilà, on pense que ce sont des gens qui, pareil, c'est des compétences qu'on attendra d'eux en entreprise, et s'ils ne savent pas les utiliser, eh bien, on préférera un candidat qui sait les utiliser. On a tous peur d'être remplacés par l'IA, mais un vrai risque, moi, que je pense plus concret, c'est qu'on va être remplacé par des gens qui savent utiliser l'IA, qui pensent à l'utiliser. C'est pas super dur à utiliser, ça peut être dur, mais c'est pas super dur à la base.
Mais encore faut-il avoir le réflexe de lui poser la question. Parce que c'est un couteau suisse qui peut faire plein de choses différentes. Moi, je découvre des nouveaux usages, mais tous les jours. Les recettes de cuisine, c'est incroyable. génial. Vous dites ce que vous avez dans le frigo, ça vous fait une recette de cuisine. Typiquement, c'est un exemple que j'ai découvert récemment et c'est pas mal du tout. Mais je m'en sers pour faire de la traduction, je m'en sers pour faire de la correction orthographique, de l'amélioration de qualité de l'écriture, de changement de ton, de la synthèse. Mes cours, maintenant, j'écris les synthèses avec ChatGPT parce que c'est plus simple. Je peux faire plein de choses avec. Et récemment, j'ai pu envoyer un document type Excel et lui demander d'analyser le document et de me faire des tendances. Et il fait des trucs de ouf avec. C'est ouf, c'est ouf. J'ai sorti un cours sur ChatGPT, parce que j'écris toujours des cours, qui est sorti il y a quelques mois et qui est déjà bien sûr obsolète parce que ça fait quelques mois. Hein. Je vais le mettre à jour d'ici la fin d'année. Là, je vais y bosser. Mais c'est ce genre de choses qu'on continue à faire évoluer les formations Open Classroom, aussi bien au niveau des cours gratuits, ChatGPT c'est un cours gratuit, que dans le contenu des formations payantes. Là, on fait utiliser l'IA par nos étudiants et on pense que c'est nécessaire. C'était déjà le cas. On faisait déjà de la mise à jour continue de nos formations, si tu veux, mais ça devient encore plus nécessaire aujourd'hui. Et c'est un challenge. Parce que nos étudiants me disent « ça, il faudrait que vous en parliez, ça vous en parliez. » Oui, mais c'est sorti il y a 2 semaines, laisse-nous le temps. Voilà. C'est super enthousiasmant, merci beaucoup. Je pose ma dernière question avant de laisser le public pour poser aussi les questions qu'ils ont sûrement. Il paraît que tu as des trucs et astuces pour gagner en efficacité, que depuis du coup tes 13 ans, tu as toujours des nouvelles techniques pour être plus productif. Est-ce que tu pourrais nous en partager quelques-unes ? C'est marrant que tu poses la question parce que j'essaie aussi de sortir du discours productiviste tout le temps. Non, mais je vais en parler. J'aime bien. En fait, j'apprends à être moins productif aussi. C'est juste à faire confiance aussi à mon instinct et à profiter du temps long parce que le monde s'accélère et il n'a pas fini de s'accélérer. Si vous pensez que ça va vite, attendez de voir demain, à mon avis. Et donc, pour moi, une réponse à l'accélération, c'est aussi de savoir prendre le temps. Ceci étant dit, on aime bien ne pas perdre de temps et on aime bien, voilà. Et aujourd'hui, les outils le permettent. Donc oui, après, je ne vais pas forcément révolutionner la planète en vous disant certains trucs, mais j'ai tendance à organiser mes tâches avec une méthode qui s'appelle GTD, Getting Things Done. Il y a un bouquin qui est très connu, qui est sorti il y a longtemps maintenant, qui explique un petit peu comment organiser, que je peux vous recommander. Et il y a des programmes que j'ai achetés, que j'ai configurés un peu pour mes besoins, qui me font un workflow général. Et donc, le concept, c'est quoi ? Je pense à un truc. Je parle à mon iPhone, en l'occurrence, et je dis à Siri, rappelle-moi de proposer des méthodes d'accompagnement pour les mentors, pour qu'ils acquièrent de nouvelles compétences. Un truc récent que je me suis dit. En fait, le problème, c'est quand vous avez une idée derrière la tête, parce que vous parlez à quelqu'un ou parce que vous êtes dans la rue. Souvent, vous êtes dans la rue et vous n'avez pas un ordi pour le noter. Et ben moi, j'aime pas garder ça dans le fond de la tête parce qu'après, j'ai peur d'oublier. Et ça me tracasse et c'est horrible. Donc, je prends ma montre ou mon téléphone, je dis Siri, rappelle-moi ça, et j'oublie. Ça marche très bien parce que la transcription vocale marche très bien. Ça, c'est automatiquement inspiré par une application qui s'appelle OmniFocus, qui est une application pour Mac et iPhone, et qui le met dans ce qu'on appelle une boîte de réception. Ma boîte de réception, c'est l'arrivée des nouvelles idées, des nouveaux trucs à faire. J'en ai plein. Et en gros, en moyenne, 1 fois par jour, je vide cette boîte de réception et je trie, je mets dans des projets, je mets pas des priorités, mais je mets des dates limites s'il y en a, ou je renvoie vers quelqu'un quand il y a besoin, ou je supprime parce que lui, c'était vraiment une idée de merde en fait. Ça m'arrive plein de fois. Et ensuite, toutes les semaines, je décide de ce que je veux faire cette semaine. Dans ma liste, dans mon fameux backlog énorme de je ne sais pas combien de tâches, je dis cette semaine, je vais faire ces 5, 6, 7, 8, 10 trucs. Et tous les jours, dans cette liste de la semaine, je dis aujourd'hui, je vais faire ce truc. Alors, à une époque, je faisais 2, 3 trucs, 4 trucs. Maintenant, j'ai un truc. Parce que je suis toujours frustré à la fin de la journée. Je veux faire 4 trucs. J'en ai fait 10% de chacun et je suis trop vénère. Donc maintenant, j'ai fait un truc. J'ai l'impression d'être pas du tout productif en faisant ça. Mais en fait, mon sentiment à la fin de la journée, je suis super content. Parce que je l'ai fait, le truc. Vous voyez, il vaut mieux un truc fait à la fin de la journée que 4 trucs que tu as vaguement avancé. Et voilà ma méthode, en gros. Tous les jours, en gros. C'est la théorie. La pratique, c'est des fois un peu plus chaotique. Un truc, tous les jours, qui est issu de ma liste de la semaine. Et ma liste de la semaine, je la refais chaque lundi matin. Je décide ce que je veux faire cette semaine.
Et encore une fois, voilà, j'ai ce workflow avec la boîte de réception qui passe par Siri, etc. Et ça marche plutôt pas mal pour moi, mais chacun sa méthode. Ne copiez pas forcément ma méthode parce que ça doit vous correspondre. Pour illustrer le contraste saisissant qu'il y a avec mon associé, lui, il a tendance à mettre ses tâches dans son agenda. Des to-do, hein, dans l'agenda du coup. Alors, je ne sais plus s'il le fait encore aujourd'hui, mais il n'y a pas longtemps, il le faisait encore. Son agenda, quand je le regarde, c'est illisible. Je ne sais pas comment il fait, mais il met ses to-do là-dessus. Il en met des fois 5 à la même heure, parce qu'il veut relancer machin, et trucs comme ça. Voilà. Oui, chacun sa méthode. Si pour toi, ce qui marche, c'est de le faire dans ton agenda, très bien. Si tu veux le faire avec un bout de papier, très bien. Il y en a qui aiment bien les bullet journal et le faire avec un truc bien décoré, à la main et tout. Très bien. Fais ton truc. Merci beaucoup pour tous ces conseils, ces partages. C'était hyper intéressant. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. J'ai été très intéressée par votre avis justement sur le recrutement, parce que je suis directement concernée, ce profil un peu hors norme. J'ai pas mon bac, j'ai déjà fait 5-6 carrières différentes, et aujourd'hui j'arrive et bon, tout a changé, mais c'est justement mon parcours d'autodidacte, tout ce que j'ai appris grâce à Open Classroom et plein d'autres sur Internet, qui m'a permis de faire la différence. Mais c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont fait confiance et qui ont compris que ces compétences existaient sans le bout de papier. Et du coup, votre avis là-dessus, comment vous envisagez le futur ? Parce qu'aujourd'hui, je perçois une énorme différence. Il y a un gap entre les recruteurs et les candidats. On ne parle plus le même langage. Et il y a toujours, et spécifique à la France, j'ai l'impression, ce côté « ah non, tu n'as pas le bon diplôme, ça ne va pas être possible ». Alors que pour moi, c'est assez évident, quelqu'un qui a eu son diplôme il y a 10 ans mais qui ne s'est pas formé depuis va être beaucoup moins compétent que quelqu'un qui a été autodidacte, qui fait de la veille au quotidien sur ce sujet-là. C'est ça, le diplôme n'est pas... Déjà, merci pour le retour. J'adore quand même entendre ces histoires qui viennent de loin. C'est pas spécifique à la France. Il y a des pays qui sont plus ou moins sensibles à ça. Et il y a pire que la France. Il y a pire que la France. Je ne les connais pas très très bien, mais il y a quand même l'air d'avoir des tendances dans les pays, notamment asiatiques, à vachement considérer la personne plus âgée en priorité, peu importe si elle soit bonne ou pas, et les diplômes. Je pense notamment à la Corée du Sud. L'école maternelle, même pas la crèche que tu fais détermine l'école maternelle que tu vas faire, qui détermine l'école primaire que tu vas faire, qui détermine le secondaire, qui va déterminer à la fin ta place chez Samsung, pour être clair. Donc c'est quand même pire que... Enfin, je trouve que c'est encore pire, tu vois, ça me stresse. Rien que d'y penser, rien d'en parler, je tremble un peu. Mais, donc voilà, c'est un continuum. Je ne veux pas taper tout le temps sur la France en disant, voilà, parce qu'on peut faire pire, mais on peut faire mieux aussi. Et pourquoi on fonctionne comme ça, sur cette exigence de diplôme, et même d'école précisément, hein, parce qu'il vaut mieux avoir fait un bac+5 à Polytechnique, évidemment qu'un bac+5 chez Open Classroom, ça, apparemment, c'est plus rassurant. Mais le problème, c'est qu'il y a un pool limité de gens qui peuvent sortir de Polytechnique, ou de Harvard d'ailleurs. Et ça, c'est lié à une forme d'élitisme de la formation, qui en gros limite les places, et du coup, certaines formations se targuent d'avoir un taux d'admission très faible. Nous, chez Open Classroom, on prend l'opposé de ça. On veut accueillir tout le bas de la pyramide, le gros, les 98-99% en dessous. C'est surtout eux qui nous intéressent, c'est eux qui ont besoin. Les autres, ils sont déjà très très bien servis, tant mieux pour eux. Mais c'est là où j'y viens, c'est que je pense qu'en fait, le travail qu'on fait, il est utile, il est nécessaire, sinon je ne le ferai pas. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi repenser les méthodes de recrutement et de gestion des compétences en entreprise. Et honnêtement, il y a du boulot. Et quand je dis du boulot, je reste poli. Hein. Et je vois comment ça se passe même en interne chez Open Classrooms. On a encore du boulot aussi, tu vois. Et on est en train d'y travailler activement. Là, je suis vraiment content de ce qui est en train de se dessiner. Mais je vois qu'une entreprise, en fait, ça court dans tous les sens, essaie de sortir des projets dans tous les sens. Le temps pour penser le développement des collaborateurs, il est réduit au strict minimum souvent. Et c'est un vrai problème, parce que du coup, les gens vont voir ailleurs ou vont faire leur évolution de carrière ailleurs. Et du coup, le meilleur moyen d'évoluer dans ta carrière, c'est de changer de boîte. Mais c'est un peu absurde, c'est dommage. C'est des compétences, des connaissances que tu as de la boîte qui peuvent bénéficier à la boîte. Et ça, les boîtes, elles ne le voient pas et elles perdent vraiment là-dessus. Je considère qu'il va falloir en fait changer de méthode de recrutement et de développement des compétences. C'est pas
c'est pas évident parce qu'en fait, aujourd'hui, on affiche des exigences de diplôme, bac plus 5 et 15 ans d'expérience. Et c'est presque un réflexe pavlovien des recruteurs de dire je veux un bac plus 5. Ils réfléchissent même pas. Et du coup, c'est ce qui arrive un peu à ce côté absurde qui est une forme d'inflation des diplômes. C'est-à-dire que tout le monde maintenant veut un bac plus 5 parce qu'apparemment, c'est ce qui fait que tu es recruté. Mais après, une fois que tout le monde a le bac plus 5, qu'est-ce qu'on fait? Comment on distingue les gens? 15 ans d'expérience ou je sais pas quoi. À une époque, les gens n'avaient pas tous le bac et le bac était le filtre. Maintenant, ça y est, le bac plus 5. Mais ce diplôme, en gros, est un proxy pour exiger des compétences qu'on n'est pas capable d'exprimer. C'est qu'en tant que recruteur, je sais que j'ai besoin de compétences, mais je ne sais pas dire lesquelles. J'ai pas le temps même je ne me suis pas penché. Je n'ai pas pris le temps d'écrire vraiment ce que je voulais que les gens sachent faire. Pas assez, en tout cas. Et du coup, à la place, je mets bac plus 5. Et aussi parce que tout le monde a fait comme ça, il ne faut pas oublier. Le pouvoir on a toujours fait comme ça et les voisins font tous comme ça, donc en fait, je fais pareil. Ça aussi, c'est un pouvoir très, très fort. Donc, changer et passer à une autre méthode de recrutement, c'est possible. On réfléchit à faire une formation sur le recrutement par compétences à destination des recruteurs, avec les associations de RH notamment, parce qu'on pense maintenant qu'il faut travailler aussi l'autre côté du secteur. Ça va prendre du temps, pas de mentir, ça ne va pas être réglé l'année prochaine, mais on pense que c'est nécessaire. C'est pour le bien, aussi bien des candidats que des entreprises qui n'arrêtent pas de pleurnicher parce qu'elles ne trouvent pas les candidats. Je ne dis pas que leurs compétences qu'ils cherchent, elles existent, peut-être que des fois, ils exigent trop de compétences, mais en tout cas, la façon dont ils recherchent, c'est se créer des œillères et de ne pas regarder les autres candidats qui peuvent être très, très bons. Et pour défendre un peu les entreprises aussi, les candidats doivent savoir défendre leurs compétences et les présenter, venir avec un portfolio de projets en entreprise, savoir parler aux entreprises, savoir les relancer de la bonne façon. Ce n'est pas un truc inné, donc pareil, là aussi, on accompagne nos étudiants à ça. Une réponse un peu longue, mais voilà, pour dire que je suis d'accord, il y a du boulot et on y travaille. Bonjour. Thierry, ça tombe bien que vous parlez des associations RH et des recruteurs. De mon côté, j'essaye de pousser la porte de tous les côtés pour faire le lien entre ces personnes en proposant des aides de décision afin que les RH puissent proposer aux candidats avec le plus de potentiel d'augmenter et de faire une vraie carrière. Donc ça a été le plus difficile, c'est pas de me mettre sur les recruteurs avec compétences. Je m'aperçois qu'il y a un gros blocage avec tout ce qui est des formations, même comme vous faites, pour les faire intégrer dans les ressources humaines et de leur proposer que les ressources humaines puissent faire une carrière adaptée à ce qu'ils ont en interne. Vous, de votre côté, est-ce que ce problème, vous l'avez déjà identifié? Parce que moi, maintenant, mon seul problème, c'est que j'ai fait les outils et que je n'arrive pas à avoir des centres de formation qui seraient adaptés pour le faire. Fait les outils de quoi, du coup? Faites des outils de la décision pour que quand une personne arrive, on détecte tout de suite son potentiel, par exemple avec vos formations, vos tests, etc. Et par la suite, on lui crée sa carrière. Et on permet de le faire évoluer, du coup, faire réellement par les compétences. Oui. C'est très utile sur tout ce qui est des métiers en tension, comme vous le dites, et le faites. Mais par contre, là où j'ai un gros blocage, c'est les centres de formation tels que les vôtres qui seraient les plus adaptés. Ce sont les plus difficiles à les mettre en lien avec les RH. Et pourquoi, du coup? Parce que gros difficulté de langage. Et comme vous dites tout à l'heure, il y a le diplôme à bac plus 15, etc. C'est que le modèle commercial des recruteurs est basé là-dessus. C'est tout. Ouais, après, ça demande, comme vous, des sociétés qui misent sur le long terme et qui demandent à faire de la communication et donner des outils. D'abord, il faut une interface, donner des outils qui soient adaptés au RH. Bon, déjà, merci de faire ce que tu fais parce que je pense que c'est une brique nécessaire. Probablement, comme tu le découvres, pas suffisante parce qu'il faut aussi faire de la pédagogie, parce qu'il faut peut-être faire de l'intégration, il faut peut-être faire de la formation aussi bien au niveau des recruteurs que animer. Voilà, il y a un changement, une culture du changement en fait. Hein. Moi, je le découvre. On est une boîte que de 300 personnes, mais je te raconte pas les process de change management. À chaque fois qu'on bouge une case à cocher, ben, on prévient tout le monde et on dit c'est bon, t'es d'accord, etc. Mais maintenant on le fait parce que sinon on a des problèmes en fait. Et donc oui, il y a des enjeux. Tout le monde ne parle pas le même langage. Déjà, tous les organismes de formation ne forment pas forcément par compétences. Nous, c'est ce qu'on fait. J'ai oublié de le préciser parce que c'était évident, mais nous, chaque formation,
elle aboutit à la validation de 15-20 compétences, et les compétences sont associées au projet qui sont validées par les candidats, etc. Nous, c'est très clair les compétences qu'on fait, mais est-ce que les candidats, derrière, après, vont le présenter aux entreprises comme il faut, c'est un autre challenge. Et est-ce que les entreprises s'en foutent royalement aussi, et elles veulent juste le diplôme Bac+5? C'est aussi un peu le cas parfois. Donc voilà, il faut faire évoluer aussi bien, c'est un continuum, hein, le processus de recrutement pour qu'il soit basé par compétences, mais qu'il soit lui-même intégré à un processus d'accompagnement des collaborateurs dans l'entreprise pour qu'ils voient les carrières possibles et les niveaux de salaire et à quoi ça correspond en termes de niveau de compétences. Pas plus tard que ce matin, j'avais une conversation avec la DRH d'Open Classrooms et la personne responsable de la formation, parce qu'on est en train de mapper les compétences et les niveaux en interne dans l'entreprise. Notamment pour faire un truc important que les gens dans la tech commencent à bien connaître, qui est, tu n'es pas obligé de devenir manager pour grandir et pour avoir un meilleur salaire. Un détail, mais important quand même encore. Donc voilà, il y a des niveaux d'expertise technique qui sont tout à fait possibles, et pas que dans la tech d'ailleurs, pour ceux qui ne veulent pas être manager. Et après, il y a une expertise managériale. Et chaque fois, il y a des compétences différentes, et on est en train de lister précisément, voilà ce qu'il faut que tu démontres comme hard, soft skills derrière, pour que tu puisses passer à l'étape d'après. Ça a des conséquences importantes, notamment en sujet d'inclusivité et d'égalité, hommes-femmes notamment, parce que ça aide à objectiver, en tout cas en théorie, l'évolution des compétences, qui jusqu'ici est vachement un peu politique et un peu au bon vouloir de la personne. Enfin, des fois, c'est un peu objectif, mais c'est souvent très, très subjectif, donc on veut un peu l'objectiver plus. Mais c'est du change management. Il faut donner des outils très clairs, très plug and play, et il ne faut pas s'en contenter. Mais il faut que ce soit très plug and play. Et surtout, je pense qu'il faut former, il faut faire des ateliers, il faut parler avec les recruteurs, il faut parler avec les candidats, il faut comprendre pourquoi ça bloque. Moi, je ne vais pas mentir, chez Open Classrooms, qui est quand même censé être une boîte qui est super en avance là-dessus, on a des conversations vraiment super intéressantes là-dessus pour toute l'équipe que maintenant. Alors que dans la tech, l'équipe tech d'Open Classrooms, c'était bien en avance là-dessus, mais les autres ne sont pas trop. Et donc, il y a du retard à rattraper. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on n'avait pas le temps. Et franchement, je comprends pourquoi les gens me disent qu'ils n'avaient pas le temps. Les managers qui sont débordés, l'impression de ne pas y arriver, etc. On peut essayer de sacraliser le temps. On essaye de faire des trucs, mais la vérité, c'est que c'est dur de caler le temps, d'identifier, de faire le truc proprement, faire du recrutement par compétences, de faire de la gestion de carrière proprement, ça demande quand même plus de temps que de ne pas le faire ou de le faire à l'arrache. Le vrai nœud du problème, il est aussi là. Pas encore complètement résolu le truc, mais je suis convaincu qu'il faut au moins faire la brique formation pour faire le liant déjà. Donc on commence par là. Bonjour, donc je ne vais pas être original, je vous remercie également pour le site du Zéro. Je fais partie de cette flopée de trentenaires qui ont passé leur nuit, leur soirée de lycéens sur le site du Zéro à apprendre à coder. Après, je ne suis pas parti dans l'IT, j'ai fait de la bio, j'ai fait un doctorat en biologie et je suis devenu prof à la fac, donc rien à voir. Mais après un burn-out, je me suis dit, je ne suis pas heureux, qu'est-ce qui me rend heureux? Et je me suis souvenu de ces soirées devant le site du Zéro, me dit j'étais heureux à ce moment-là, et donc j'ai fait une reconversion professionnelle, et donc là je suis pleinement heureux dans ce que je fais, c'est depuis très longtemps, donc c'est vraiment une belle chose. Et avec cette appétence pour l'enseignement, du coup j'avais une question pour vous. À cette époque-là, sur le site du Zéro, donc il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas toutes ces choses-là, et donc on était des jeunes et on restait des soirées à lire un site qui faisait un cours qui était très pédagogique, qui était hyper drôle, mais qui était de la lecture, et on apprenait comme ça. Et je me dis aujourd'hui, je vois mes étudiants qui ont 18 ans, ils ne supportent pas de voir 3 lignes écrites, et je me dis, est-ce que vous avez détecté ce changement d'usage du public? Et comment est-ce que vous vous êtes adapté à ce changement de public qui, et au final, n'est pas que pour les jeunes, parce que je vois moi-même, j'ai maintenant pris cette habitude-là, et dès que j'enchaîne les vidéos, et dès qu'il y a de l'écriture, je me dis mince, il y a de l'écriture, alors qu'en fait, on a vécu cette époque-là où il n'y avait pas de vidéos de partout autour de nous. Comment est-ce que vous vous adaptez à ces usages? Merci. Merci, très bonne question. C'est vrai qu'au tout début, les cours du site, c'est du texte, que du texte. Et parfois même, il y avait des grandes pages de texte, un peu trop longues. Parce que moi, j'aime bien écrire à la base. Et ensuite, la vidéo a commencé à arriver, notamment avec la période des MOOC et tout. On a commencé à faire des vidéos. Et plus le temps passe, plus les vidéos doivent être courtes, parce que sinon, les gens, ils n'ont pas trop envie. Et la vidéo de plus de 10 secondes sur TikTok, c'est déjà trop long, quoi. Là, c'est la version extrême.
Et c'est très très bien matérialisé comme dans le cinéma aussi, où les plans séquences étaient très longs au début du XXe siècle. Aujourd'hui, tu vas voir un Avengers, ça enchaîne quoi, les plans. Et ben voilà, la tension est un peu différente et on est tous un petit peu drogués aussi à ces vidéos avec les réseaux sociaux, on va pas se mentir. Il y a eu un changement de comportement. Il y a même un changement pour apprendre. Les gens avaient plutôt tendance à faire des recherches Google de leurs problèmes. Maintenant, ils vont sur les réseaux sociaux, voire ils demandent un chat GPT d'ailleurs. Donc clairement, il y a une évolution des mœurs là-dessus. C'est pas que générationnel, c'est-à-dire que nous aussi, on évolue par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a intégré des vidéos. Oui, on a découpé, on a fait plus court. On est en train de créer des capsules, des extraits qu'on va mettre sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'on veut nos cours au format réseaux sociaux, mais là c'est un peu la quadrature du cercle, parce que nos cours sont quand même conçus pour Open Classrooms au départ, et donc l'idéal, ça serait plutôt de les concevoir pour TikTok ou pour Instagram ou quoi. Bon, on est en train d'essayer de trouver la solution là-dessus. J'avais la conversation avec l'équipe pas plus tard que cet après-midi sur tiens, où on en est où sur ce projet-là, parce qu'on veut justement en pousser un peu plus sur les réseaux sociaux. On pense que c'est un bon moyen en tout cas de les attirer, de donner de la valeur sur Instagram, sur TikTok. Les gens apprendront quelques trucs. Mais après, il va falloir effectivement y passer du temps et plancher dessus. Mon intuition là-dessus, c'est que ça va crescendo, c'est-à-dire que l'attention va aller crescendo. Au début, c'est-à-dire les gens qui ne sont même pas étudiants encore sur Open Classrooms, il faut leur faire des vidéos de TikTok de 5 secondes pour les attirer et qui vont quand même leur apprendre des trucs. Ensuite, des vidéos peut-être de 2-3 minutes. Et ensuite, tu peux leur mettre des textes plus longs. Et quand tu es de l'expertise et que tu arrives à un niveau PhD, bah là, tu te tapes toute la documentation passée, présente, future. Et là, tu passes des heures sur du texte à proprement parler. Tu vois, donc c'est un continuum et je pense qu'il faut l'accepter un minimum, déjà, pas dire « oh, c'était mieux avant ». Et parler avec le bon format, encore une fois, au bon moment pour la personne. Donc le début d'une formation Open Classrooms, tu auras tendance à avoir plus de vidéos que de textes et plutôt courtes. À la fin, tu n'auras peut-être pas du tout de vidéos. Mais on considère que ceux qui arrivent à la fin, ils sont déjà plus engagés et tout. Voilà. Réponse simplifiée, hein, mais c'est comme ça que je vois les choses. Bonsoir, je voulais vous remercier. Et du coup, je voulais vous poser une question concernant ces profils un peu atypiques qui essayent de rentrer dans un nouveau marché du travail. Quel est votre conseil du coup pour comment ils doivent se vendre, comment ils doivent montrer l'intérêt de leur profil auprès des recruteurs? Voilà, merci. Une question qu'on me pose souvent et sur laquelle j'ai créé un cours, parce que je sais faire que ça, un cours sur comment trouver son premier job de développeur. Bon, en l'occurrence, c'est le métier tech, hein, donc je ne sais pas si c'est ce qui t'intéresse, mais on l'a fait aussi sur le domaine de la data d'ailleurs. Certains conseils sont spécifiques à la tech, d'autres sont un peu génériques dedans. Je peux quand même t'encourager à regarder sur Open Classrooms, c'est gratuit. Trouver son premier job de développeur. Tout ne s'appliquera pas directement, mais tu peux peut-être faire le lien avec ce que tu fais. Pour faire une réponse courte là-dessus, parce que je ne veux pas non plus prendre trop de temps, mais il y a quand même des trucs qui marchent bien. Le premier, c'est que ta recherche d'emploi, elle ne doit pas occuper 100% de ton temps. Il faut que tu fasses des projets perso ou associatifs qui te permettent de t'améliorer sur le domaine sur lequel tu veux être embauché. C'est-à-dire que tout ce que tu as déjà fait avant, il faudra le valoriser, mais il faut continuer à créer de la valeur que tu peux valoriser dans tes entretiens d'embauche et dans tes messages aux équipes. Et ensuite, il faut le présenter sous la forme de compétences et de portfolio de projets, à mon sens. Donc, il faut, si tu peux, faire un site web ou un truc imprimé, peu importe, tout marche, mais qui montre concrètement ce que tu as su faire, et pour qui, et pour quels résultats. Les employeurs ne te demanderont jamais ça, ou pas souvent en tout cas, mais une fois qu'ils le voient, ils se disent « Ah, c'est ça que je voulais voir ». Donc, il faut leur montrer ce qu'ils veulent voir, mais qu'ils ne savent pas toujours qu'ils veulent. Voilà, réponse courte, amène un portfolio de projet en entretien. Encore faut-il arriver à avoir un entretien, bien sûr. Dans ce cas-là, il faut pousser un peu la porte, un peu plus. Il n'y a pas assez de gens qui essayent de rentrer physiquement dans les entreprises, mais certains candidats ont eu des bons succès comme ça chez Open Classrooms. Pas en cherchant longtemps, mais il faut s'armer de courage. En tout cas, les emails génériques sont à bannir. Et votre CV doit être personnalisé pour chaque entreprise que vous contactez. Non, ce n'est pas le même CV que vous devez envoyer à l'entreprise A et à l'entreprise B. Vous devez légèrement modifier votre en-tête, les mots-clés, les compétences, pour que ce soit celles qu'elles recherchent. Aussi, pareil, il faut leur simplifier le travail. Donc l'erreur d'envoyer 1000 candidatures génériques, ça c'est pas bon à mon sens. Faut personnaliser, quitte à ce que ça prenne plus de temps et d'en envoyer moins, mais il faut être ultra pertinent. Voilà. Et moi, les candidatures en tant qu'employeur que j'ai le plus retenues, c'était des candidatures ultra personnalisées, et certains de nos actuels salariés en fait avaient même
un peu loin, hein, mais avait même fait un site web, pourquoi je veux être embauché par Open Classrooms. Bah, je peux t'assurer, je m'en souviens du coup. Sur la partie des CV, c'est juste pour rajouter quelque chose que actuellement je pose aussi pas mal. Je pense qu'il y a des personnes qui maladroitement veulent essayer absolument de se démarquer en faisant des CV remarquables du coup, mais parfois pas toujours dans le bon sens, avec un peu ces phrases un petit peu toutes faites, dynamique, passionnée, je serai la personne parfaite pour votre recrutement, ou des CV avec plein de couleurs, ou des trucs en gras, etc. Et en fait, le problème, c'est que des fois, essayer de faire trop original, vous nous faites plus peur qu'autre chose. Donc, essayez effectivement d'être plutôt sur un truc stratégique de mettre des mots-clés, mettre en avant les expériences en lien avec le poste auquel vous postulez, plutôt que être trop original sur le CV, ce qui peut parfois un peu... En fait, c'est surtout coller à l'entreprise. Mais c'est pas facile, hein, mais en fait, il faut comprendre ce que cherche l'entreprise, vraiment. Et passer du temps à parler avec des gens de l'entreprise ou à regarder ce qu'elle poste, etc. Et faire un lien avec ça. C'est-à-dire, par exemple, dans votre dernier billet de blog sur machin, vous parlez de ça, et justement, c'est ce que je fais, etc. Là, on vous écoute, plus, en tout cas. Le mail générique, et vous imaginez pas le nombre de messages génériques qu'on reçoit. C'est pas... le pouvoir du réseau aussi. Alors je sais, quand on débute, on n'en a pas, mais en fait, on en a aussi, plus qu'on ne le pense. Bon, mais les introductions auprès de gens qui connaissent, etc., aller voir dans des événements comme ici et commencer à connaître des gens et demander systématiquement qui est-ce que tu pourrais me conseiller que je rencontre. Demander aux gens de faire des intros. Les pros, les gens qui n'ont pas besoin de chercher un job, en fait, ils se font faire des intros tout le temps. C'est comme ça que ça marche. Je ne peux pas contacter comme ça, out of the blue, le CEO d'IBM, mais tu peux demander à quelqu'un que tu connais, qui connaît le CEO d'IBM, de te mettre en relation, et là, en l'occurrence, le CEO d'IBM te répond. Enfin, là, je ne prends pas un cas qui peut marcher forcément systématiquement en début de carrière, mais ça nous est arrivé, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Ça paraît impossible, et pourtant c'est possible. Mais derrière, il faut faire un peu ping-pong et relais avec un intermédiaire. Bonjour. Pardon. Oui. Merci déjà pour l'intervention, c'était très très chouette et tout, et évidemment j'ai suivi un des cours il y a quelques années qui m'a beaucoup aidé. Bref, en fait ça suit complètement dans l'idée de ce que vous disiez, vous avez déjà répondu en grande partie. Moi j'ai travaillé avec plusieurs organismes de formation par le passé, je travaille actuellement avec un autre organisme aujourd'hui, et je suis toujours confronté à cette difficulté, enfin surtout mes apprenants, de trouver leur premier emploi suite à leur formation RNCP niveau 7 ou niveau 6, et j'ai toujours eu des témoignages on a envoyé des dizaines de CV, mais on n'a jamais eu de réponse derrière. Mais voilà, vous avez plus ou moins répondu. J'ai un peu répondu, ouais. Donc je vais pas... Si tu avais une question par rapport à ça plus précise Ma question précise, c'était est-ce qu'il y a des stratégies gagnantes ou perdantes pour, en tant que candidat, en tant qu'apprenant, pour se rapprocher de sa première entreprise, de son premier emploi en fait. Sur la tech, j'ai fait ce cours, trouver son premier job de développeur, que je recommande de suivre du coup, qui résume tous les conseils que je donnais individuellement aux gens dans des événements comme ça, et je répétais le même truc. Au bout d'un moment, je me suis dit merde, je vais en faire un cours. Bon, c'est vrai pour la tech, mais ça peut s'appliquer à d'autres domaines. On en a fait un pour la data aussi. Et ouais, là, effectivement, j'ai répondu un petit peu à ça. Et encore une fois, hein, j'essaie de pas trop me présenter en donneur de leçons. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Chaque cas est unique. Mais l'erreur générique la plus courante que je vois, c'est d'envoyer des messages génériques, des CV génériques, alors qu'il vaut mieux envoyer des trucs, enfin, faire de l'ultra ciblé. C'est pas évident, c'est chronophage, mais je conseillerais à la rigueur, aujourd'hui, avec le recul que j'ai et en ayant vu plein de gens le faire, de plutôt en envoyer moins, mais des trucs qui marquent, qui frappent. Voilà. Plus le déplacement physique, éventuellement dans des entreprises. Ouais, ça fait partie des astuces qu'on peut conseiller. Et après, si vous pouvez faire un peu coacher par quelqu'un d'externe, parce qu'il y a des gens spécialistes, des conseillers en placement, en professionnel, etc. En fait, avoir l'œil d'une personne extérieure, c'est super bien. Vous pouvez pas demander à votre famille, vous pouvez pas demander à votre mari, femme, etc. Là-dessus, c'est trop près. Enfin, c'est moins facile que ça marche. Je le conseille de prendre comme un mentor. Nous, on appelle ça un coach chez Open Classrooms. On en a plein qui accompagnent nos étudiants à la recherche d'emploi. Parce que ça permet de faire ping-pong et de sortir un petit peu de ses œillères et des fois on voit plus rien quand on est trop dedans en fait. Et des fois c'est la méthode complètement qu'il faut changer, où il faut oser tester de nouveaux trucs. Donc voilà, parler à quelqu'un ça aide. En l'occurrence un coach ça peut être bien. Juste pour répondre un peu sur la dernière question par rapport au CV,
J'ai entendu vos conseils sur personnaliser le CV le plus possible, un job, un CV, vraiment le personnaliser le plus possible. Mais vous, en tant que recruteur aussi, et je vois que sûrement vous voyez plein de CV et plein de candidats, que pensez-vous de la lettre de motivation? Est-ce qu'elle est encore d'actualité? Est-ce que pour un métier dans la tech, est-ce qu'il faut la faire ou pas? La question, elle est côté candidat ou côté recruteur? Côté candidat, ouais. Côté candidat, est-ce qu'on lit la lettre de motivation? Est-ce qu'elle elle a sa place ou si l'entreprise l'exige explicitement, envoyez-en une, sinon ça ne va pas passer les process et elle va vous rejeter. Si elle ne l'exige pas, votre mail court, concis, fait office de lettre de motivation. C'est ma réponse courte, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Merci. La cohérence de votre CV, en fait, pour reprendre quelques questions qui ont été posées, si parfois vous avez des parcours un peu plus atypiques, mais qu'aujourd'hui vous êtes certain que vous postulez à un poste qui vous convient parce que X plus Y, effectivement, une courte lettre de motivation ou un mail qui explique pourquoi vous êtes là, ça peut être rassurant. Moi, j'ai fait passer des entretiens où j'ai vu le CV, je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi cette personne postule, et la personne avait mis un petit mot, et effectivement, ça m'a donné envie de creuser et de faire un premier appel. Ce que je veux dire par là aussi, c'est encore une fois, si l'entreprise n'exige pas de lettre de motivation, vous ne vous sentez pas obligé d'en faire une. Il n'y a pas d'attente particulière. Mais si vous sentez que vous avez besoin de vous exprimer différemment, de parler de vous en dehors du CV, vous pouvez le faire. Que ce soit dans un site web, dans un fichier à part. Mais n'allez pas créer du formalisme, la lettre de motivation scolaire, si on ne vous l'a pas demandé. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Merci beaucoup. On va malheureusement devoir arrêter les questions parce qu'on a eu un échange très très riche et qu'il y a énormément de recruteurs qui vous attendent juste la salle à côté. Merci à tous pour cet échange. Merci beaucoup, Mathieu, de ta présence parmi nous. Avec plaisir.